Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé de ne plus être sage et de parler fort de tout ce dont j'ai envie. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode sur la dépression postpartum avec Alison. Alors, très bonne écoute. C'est pendant les premiers mois de vie de ton deuxième que tu as eu le sentiment d'épuisement. Ouais. Ça s'est manifesté comment au quotidien? Au quotidien, j'ai commencé à m'énerver, beaucoup pour rien, parce que je dormais pas assez. J'étais trop stressée, je me sentais débordée. Ensuite, j'ai commencé à très mal dormir. Le peu que je dormais, j'ai commencé à très mal dormir. Je me réveillais beaucoup, j'avais du mal à me rendormir. J'ai commencé à m'énerver un peu, voilà, sur tout le monde. Ma patience, elle s'est étiolée au fur et à mesure des semaines et petit à petit, en fait, j'ai plus eu envie de me lever. Je me sentais mais vraiment, exténuée. Je n'avais plus rien envie de faire avec mes enfants. Quand mon conjoint rentrait, je lui refourguais les gosses, quoi, j'avais besoin de souffler. J'avais vraiment l'impression d'asphyxie, en plus, une fois de plus, c'était à la période du covid et on n'avait pas d'opportunité de sortie et cetera et du coup, c'est vrai que j'étais beaucoup enfermée chez moi avec les enfants et c'était compliqué, en sachant qu'on vivait à l'époque dans un 2 pièces donc Ouais, voilà, c'était pas facile. non, c'était pas facile. Du coup donc j'étais très, très fatiguée. J'avais de moins en moins envie d'être avec mes enfants et donc au mois de novembre 2020, j'ai pris la décision parce que je ne supportais plus en fait mon fils aîné tellement j'étais fatiguée, et c'était normal, il venait d'avoir un frère donc il me poussait un peu dans mes retranchements, voilà, il testait tout simplement et puis il essayait d'exister aussi, après la naissance de son frère, ce qui est plutôt normal. Du coup, j'ai pris la décision en fait de le faire garder le matin, dans un jardin d'enfants. Moi qui avais voulu faire l'IEF pour lui éviter la violence de l'école, moi j'étais devenue bien plus violente que ça parce que, je lui Mmh. criais dessus tout le temps, parce que j'étais plus du tout patiente, parce que quand il réveillait son frère, ça me rendait dingue, enfin voilà. C'est courageux de dire ça parce que je pense qu'il y a encore aussi énormément de tabous autour de dire: «Mes enfants me gonflent». Ça, c'est quelque chose Ah ouais, non que mais moi je le dis, hein, je vraiment, il y a des fois où voilà, on les vendrait bien sur Le Bon Coin. mais ça, c'est pas accepté. C'est de moins en moins tabou et je l'espère parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand on se plaint de ses enfants, il faut tout de suite rajouter, «Je les aime, mais» enfin voilà, où il faut toujours le dire un Ouais. petit peu avant pour surtout qu'on se méprenne pas quoi, que ouais, ils sont chiants, mais on les aime quand même. Mais oui, mais en fait comme n'importe qui, je veux dire moi mon mec je l'aime, mais parfois il est chiant et ça m'empêche pas de l'aimer et je me sens pour autant pas obligée de dire, «Je l'aime, mais là il est chiant». Il est chiant, ça arrive, moi aussi je suis chiante parfois et mes enfants ils vont me trouver chiante et ils auront raison parce que je suis pas toujours cool. Ça reste un peu, parfois inaudible, mais je pense quand même de moins en moins et donc je l'ai fait garder et ça a commencé à aller mieux. Néanmoins, ça n'a pas suffi. Ça Ouais. n'a pas suffi parce qu'il n'y allait pas assez longtemps, parce que je me suis beaucoup fatiguée à faire des allers-retours pour l'emmener puisque j'y allais à pied et du coup, c'est vrai que ça a été très, très fatigant, physiquement. En gros, une fois que le trajet était fait, j'avais chez moi avec, du coup, mon deuxième, j'avais, quelque chose comme, 1 h 45 chez moi. Ouais. Donc c'était pas, voilà, Et c'était puis il y a tout le pas reste, il y a les lessives, il y a le bah, c'est ménage, ça. Mais en fait, enfin, je me posais pas, hein. Objectivement, voilà, je me posais pas, hein, pendant ce temps-là, en fait. c'était une soupape pour respirer à peine plus. C'est ça, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je suis passée de 24/24 à ça m'a quand même fait une bouffée d'oxygène, Mais c'était pas suffisant. mais rapidement, ça n'a plus suffi, quoi. Et alors du coup, pour en venir à ta dépression, tu n'as pu, consulter qu'en mars 2021, donc Avril. avril 2021, donc Mmh. près d'un an après la naissance de ton deuxième enfant. C'est ça. Et à ce moment-là, est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que ça a mis du temps quand même à aller mieux? Alors le premier rendez-vous, je dirais que c'était pas de bol parce que c'était un jour où j'allais bien. Disons que c'était un jour où j'allais pas trop mal. Du coup, la psychiatre, elle a pas trop perçu la gravité de mon état. À l'époque, mon médecin généraliste m'avait quand même prescrit un anxiolytique parce que mes crises d'angoisse, elles étaient quand même toute la journée, du matin au soir. Elle m'avait dit de continuer ça effectivement, que c'était bien, et en fait, j'avais rendez-vous avec elle 15 jours plus tard et c'est là qu'elle a pris conscience de la gravité de mon état, où elle m'a expliqué elle-même: «Mais je comprends pas, en fait, il y a 15 jours, vous étiez absolument pas dans cet état-là». Je dis: «Si, mais en fait, c'était un bon jour». Donc Ouais. du coup, elle avait pas perçu. Je lui avais exprimé, moi, mes réticences par rapport aux médicaments parce que moi, j'en ai pris déjà des antidépresseurs, j'ai pris déjà des anxiolytiques et cetera et c'était vrai que c'était quelque chose dont je préférais me passer tout en sachant
que si c'était nécessaire, c'était nécessaire et c'était pas grave. Donc là, elle m'a expliqué que, mon état nécessitait, vraiment une béquille, médicamenteuse et que ça serait vraiment si j comme je lui exprimais vouloir que ça s'arrête rapidement, il y avait pas 36 solutions non plus. Donc voilà, elle m'a prescrit des antidépresseurs et elle a posé le diagnostic de dépression effectivement à ce moment-là, tout en sachant qu'aujourd'hui, c'est maîtrisé par les médicaments. Donc aujourd'hui, je vais bien, hein. Mais je suis encore, sous traitement d'ailleurs qui a été augmenté, 15 jours, plus tard parce que c'était pas suffisant. Ouais, et puis en plus de ça, vous avez eu la malchance que ton conjoint a eu le Covid? Enfin, toi aussi peut-être? Au mois de mars, alors que j'étais déjà au fond du trou, hein, on a contracté le Covid. Mon conjoint s'est retrouvé hospitalisé pendant 10 jours en unité Ouais. Covid. Moi, je me suis retrouvée isolée parce que j'avais aussi le Covid avec mes enfants, donc toute seule dans un état D'épuisement en plus, d'épuisement avancé déjà, avant, en sachant que le Covid n'est pas connu pour donner, un regain d'énergie, hein. c'est clair. Donc j'étais extrêmement fatiguée psychologiquement, physiquement. En plus, je ne dormais plus quasiment Ouais. parce que je vivais dans la crainte qu'un médecin m'appelle en pleine nuit pour me dire que mon conjoint était en réanimation. Donc voilà et puis je passais ma journée à pleurer. Ça a été extrêmement, extrêmement difficile et d'ailleurs mes premières séances psy, on a beaucoup parlé de ça parce que ça a été un événement extrêmement traumatisant. Donc on n'a même pas tout de suite parlé parentalité avec ma psychiatre. On a d'abord parlé du Covid et du traumatisme que ça avait généré chez moi, de se retrouver isolée avec, 2 enfants en bas âge, c'est compliqué et avoir peur de perdre son conjoint aussi donc. Concernant la pression sociétale envers les mères, envers les femmes en général, est-ce que tu as subi cette pression-là et est-ce que ça a influencé certains de tes choix que peut-être tu regrettes maintenant? En tout cas, dans mon entourage, on minimise beaucoup, les difficultés en fait, en tout cas, on les considère pas, disons. Je Ouais. dirais on considère pas les difficultés des mamans parce que, voilà, c'est comme ça quand on est une femme et puis, il faut quand même préserver les papas. Puis en plus, le mien, il travaille, moi je suis à la maison donc, voilà, il faut prendre soin de lui, il faut le préserver. Sauf qu'en réalité, lui-même me le dit, hein, jamais il n'aurait fait ce que je fais, c'est-à-dire rester, rester à la maison pour s'occuper des enfants. Je trouve ça extrêmement difficile. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai un conjoint qui le perçoit et qui en a conscience, mais c'est vrai que c'est encore pas la majorité Mmh. des gens. Quoique, depuis les confinements, que les écoles étaient fermées, je pense quand même qu'il y en a qui ont revu leurs copies, mais c'est vrai Ouais. que, voilà, la femme au foyer, elle doit tout faire, le mari, il va travailler et puis voilà, toi, ton rôle, c'est de faire le ménage et de t'occuper des enfants. Alors qu'en réalité, pour moi, femme au foyer, c'était m'occuper des enfants, point. Les tâches, elles devaient être partagées. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai ressenti, voilà, la pression de que rien ne dépasse, qu'il fallait taire les difficultés. Je me souviens, enfin, quand mon fils aîné, il était bébé, quand des gens venaient chez moi, je me maquillais et tout, alors que j'avais pas dormi, que j'étais crevée. Ouais. Toujours ce besoin de faire bonne impression, de montrer, que je gérais, alors qu'en fait, je me sentais complètement dépassée, que si personne venait m'aider, je pouvais même pas me doucher. Enfin, je devais attendre que mon conjoint y rentre pour me doucher. Si ma mère et ma sœur me ramenaient pas à manger, je mangeais pas ou alors je mangeais des gâteaux en attendant, le soir. Enfin vraiment, j'étais dépassée et pourtant j'avais pas d'énergie, mais le Tu peu avais d'énergie que besoin de donner cette impression j'avais que tout allait bien. besoin, alors que ça allait très, très mal quoi. C'était, Je pense que ça, c'est très propre aussi, c'est aussi lié au fait que la mère doit être forte, elle doit mmh, faire preuve de courage, elle doit donner le change, elle doit être présente, elle doit être maternelle, elle doit être là mais pas trop, elle mmh. doit être, prévenante mais pas trop présente. Enfin, il y a vraiment, Il y a beaucoup d'injonctions ouais, voilà, contradictoires, en beaucoup fait et d'injonctions. on sait pas où se positionner, en fait. Ouais. En fait, aujourd'hui, je après ma modeste expérience de maman de 2 enfants, j'ai compris que je ferais jamais bien aux yeux de tout le monde. Donc j'ai accepté que je ferais forcément mal des choses, peut-être mieux certaines autres, mais c'est vrai que je ferai jamais l'unanimité et maintenant je m'en fous. Mais pendant très longtemps, c'est vrai que ça m'a pesé. Honnêtement, la majorité des parents veulent le mieux pour leurs enfants et le mieux forcément, on se dit que, c'est, faire plein d'activités, que c'est, faire tout maison, manger bio, voilà, les éveiller à plein de choses, on veut être, à fond, en fait. Moi, j'ai voulu être à fond partout, tout le temps. Je sais pas, ça devient en plus, quand on est mère au foyer, il y a une espèce de pression parce que déjà, si tu t'arrêtes de travailler pour t'occuper de tes enfants, alors il faut que tu vois, on Il faut sera tout réussir, ouais. il faut tout réussir parce que la maman qui va bosser, on sera plus indulgente avec elle. Elle travaille en plus. On comprend qu'elle fasse pas d'activité. On va comprendre que sa baraque, ça soit Le un petit bordel. peu le chantier, voilà. Par contre, quand tu es mère au foyer, tu as une espèce de pression où, ta baraque, il faut qu'elle soit nickel, il faut que tu proposes 10 000 activités par jour à ton gamin, voilà et moi, vraiment, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est jouer avec les enfants. Je déteste ça. J'ai horreur de ça. Ça m'ennuie profondément.
Vraiment, j'ai horreur de ça. Je suis Moi, j'aime contente bien. de te l'entendre dire parce que je crois qu'on l'a jamais entendu ça, ou on Et l'entend ben pas voilà, assez. ben écoutez bien, vraiment, je déteste jouer avec mes enfants. Je m'ennuie profondément. Je n'ai aucune, en plus, aucun talent artistique. Je sais rien faire de mes mains, à part faire des gâteaux. Donc, j'aime bien faire des gâteaux avec mon fils. J'aime bien faire des gâteaux de temps en temps, hein. Mais sinon, c'est vrai que je ne m'amuse pas avec les enfants. Je ne m'amuse pas avec eux. Et tu as le droit Je de le dire, tu as et carrément j'ai le le droit droit, de le dire. voilà, et Mmh. j'ai le droit, et en plus, je suis pas la seule et je le sais. Donc voilà, peut-être que j'apprécierai plus tard de jouer aux jeux vidéo avec eux, mais c'est vrai que, voilà, ou faire des puzzles, ça j'aime bien faire des puzzles avec eux. C'est vrai, L'influenceuse puzzle que je suis, forcément, essaye tout à de, fait. voilà, de les intéresser, mais c'est vrai que voilà, je vais être la maman qui met de la musique, qui danse avec eux, qui raconte des histoires, ça me dérange pas, mais c'est vrai que jouer, ça m'embête. Ça Ouais. m'embête, vraiment, et j'y prends pas de plaisir. Alors, Mais ce qui est bien, c'est que tu l'assumes et que tu te sentes pas coupable désormais de ça, quoi. pendant très longtemps, je me suis forcée à essayer de trouver des activités, et cetera, et puis c'est aussi très frustrant parce que surtout quand tu aimes pas ça. Quand tu Ah aimes oui. pas ça et que tu vois, tu te casses la tête, tu te creuses la tête à chercher des activités qu'on pourrait faire, des trucs qui pourraient être intéressants, pour eux, et qu'en fait, tu mets une demi-heure à préparer le truc, que derrière ton enfant, il va y jouer 2 minutes et ça le saoule, ou parfois il comprend même pas où tu veux en venir, bah, ça fout les boules, en fait. C'est dommage parce que finalement, bah, ton enfant, il a besoin que tu sois là, à proximité, mais fondamentalement, l'enfant, il a pas besoin que tu joues avec lui, il joue très bien tout seul. C'est clair. L'enfant, il joue très bien tout seul. Après, quand ils grandissent, et cetera, moi, je sais que mon fils aîné, maintenant, il a l'âge de jouer un peu à des jeux de société de son âge, et cetera. Là, oui, on peut jouer ensemble. Là, ça m'embête moins. Mais construire des trucs, faire des bruits d'animaux, c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas mon truc. Je fais plein d'autres choses, mais ça, je fais pas, et j'assume. Voilà. J'ai une question, parlons des hommes un petit peu. Est-ce que tu as ressenti ou est-ce que tu ressens une forme d'injustice vis-à-vis des hommes et de leur paternité? Complètement. J'ai commencé à ressentir cette injustice quand on a eu notre premier enfant, mais de manière beaucoup, 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 beaucoup plus importante au deuxième. Pour plein de raisons. Je pense que déjà, quand on a un enfant, en tant que femme, on peut réussir à tout gérer et à continuer de tout gérer en s'épuisant, hein, bien sûr. Mais en n'ayant qu'un enfant, avec deux, c'est plus possible. Et là, il faut vraiment que le conjoint il se bouge les fesses parce que sinon, c'est pas possible. Il y a plein de choses qui m'ont énervée en fait. C'est que je me suis rendu compte que plus tu avais d'enfants, déjà, plus tu étais coincée en tant que femme, notamment bah, dans le monde du travail. Parce que moi, pour le coup, comme j'avais pas de boulot quand je suis tombée enceinte, j'avais fait une rupture conventionnelle avec mon employeur de l'époque parce qu'il était particulièrement misogyne et en plus n'aimait pas trop les femmes enceintes. Donc moi qui étais en parcours de PMA, c'était compliqué. Donc j'avais demandé une rupture conventionnelle. Du coup, ben, il fallait que je retrouve un boulot. Mais si tu veux retrouver du boulot, il te faut une place en crèche ou chez Ouais. une nourrice. Sauf que la nourrice, pour la payer, ben, il faut de l'argent. Tu te retrouves rapidement en difficulté. Moi, par exemple, c'est ce que je disais à mon conjoint, il y a quelques mois, c'est, moi, j'ai envie de retravailler, mais si nos enfants sont malades, c'est moi qui vais devoir y aller. C'est moi qui vais devoir continuer à assurer le fait de les déposer le matin, de les chercher, le soir, parce que mon conjoint, il travaille à 1 heure d'ici. À l'heure où il part et à l'heure où il rentre, clairement, c'est pas possible. Donc ça va être encore pour ma pomme. Le mercredi, c'est pareil, c'est moi qui dois me demander, un 80 éventuellement, pour avoir le mercredi. Et en fait, c'est voilà, c'est contrainte sur contrainte, ce qui fait que, ben, sur le plan, financier, on est obligé de favoriser le plus gros salaire, ce qui est logique, mais les plus gros salaires, c'est toujours les hommes qui les ont. Et si tu veux, j'ai fait un peu une croix sur ma carrière professionnelle parce que je sais que je serai, toujours désavantagée, en fait. Et sur le plan professionnel, ça a été très dur ça, par contre, de me rendre compte à quel point, en fait, c'était voilà, c'était injuste, à quel point le fait d'être maman aujourd'hui, ça allait me rendre la tâche plus difficile pour retrouver un emploi. Et voilà, c'est vrai que ça a été compliqué, et aussi que mon conjoint mette si longtemps à se rendre compte qu'il fallait qu'il se bouge, quoi. Ouais. J'ai dû tellement, lui expliquer, de différentes manières, à quel point, nos situations, elles étaient inégales, en fait, et qu'il fallait que ça change parce que si pour notre premier enfant, j'ai réussi à prendre sur moi, c'est vrai que vraiment avec le deuxième, j'ai plus réussi parce que j'étais en train de me tuer, en fait, hein, Ouais. physiquement, psychologiquement, à tout porter, c'était trop trop difficile, quoi. Maintenant qu'il a pris conscience de lui aussi, de beaucoup de choses, maintenant il fait plus sa part. Il fait pas 50 de ce que je fais, ça c'est sûr, mais il fait maintenant tout ce qu'il peut, il le fait. Voilà. Ça a été un combat, que j'ai dû mener. Oui. C'est ça qui est triste, c'est que c'est à nous en plus de mener ce combat alors que Il y a encore énormément d'injustices, hommes-femmes, même si, on tend à dire que, la parole se libère et cetera. C'est sur le papier, il y a encore énormément d'écarts, même en parlant du salaire, mais aussi en parlant de tout ce qui est des tâches quotidiennes et cetera. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur les épaules des femmes
et pas sur les épaules des hommes et c'est encore très intégré dans la société. Oui, c'est normal, tout le monde va te dire: «Ah mais c'est un homme, c'est normal», Mmh. c'est toujours cette excuse-là, en fait. C'est un homme, nous on est Mmh. des femmes. «Oh, il aime pas donner le bain». Oui, mais bon, c'est un homme. Oui, mais bon, moi j'aime pas non plus donner le bain, mais bon, les enfants, ça se lave. Voilà. Il y a un moment donné, là où eux se posent la question de savoir s'ils ont envie, nous on le fait parce que ça doit être fait. Ouais, je vois ce que tu Et veux c'est dire. ça qui est un petit peu rageant parfois, c'est qu'ils se reposent tellement sur nous, Et puis il y a le côté aussi maintenant où quand tu vois un homme qui fait les choses, il est tout de suite acclamé comme si c'était oh là là. incroyable. Oui, ça c'est Et pénible ça, c'est aussi. ça, c'est le contre-coup un peu négatif, c'est que du coup, on va féliciter un homme en disant: «Ah là là, mais c'est génial, il fait tout ça» et on souligne voilà et on souligne pas la même chose chez toutes les femmes, en fait. Non, par contre, quand tu es une femme, on va bien pointer les trucs que tu fais pas, par contre. C'est le risque, ouais. Ça, c'est compliqué aussi, mais moi, avec ma propre mère, hein, plusieurs fois, elle me dit: «Ah mais tu sais, tu as de la chance, il fait quand même beaucoup». Bah non, en Bah fait. non, c'est pas de la Non, chance, c'est pas de c'est la la base. chance. C'est normal, en fait. C'est Ouais, normal. Ce qui est pas normal, c'est toi, que tu as accepté pendant des décennies de pas recevoir, ce que tu aurais dû recevoir, à savoir ouais, un partenaire qui fait, sa part. Et mon conjoint, on rigolait beaucoup au début parce qu'il me disait: «Ah, tu vu, j'ai fait la vaisselle et tout». Mais ça, maintenant, il me le dit plus parce qu'à chaque fois, je lui dis: «Ouais, bah, tu veux ta médaille, mais franchement, fabrique-la toi-même parce que moi, si je viens te dire tout ce que je fais à chaque fois que je le fais, tu vois, ouvre une usine de médailles parce que c'est pas une qui va me falloir. Parce que vraiment, et en fait, plusieurs fois, c'est vrai que c'est des choses que, voilà, plusieurs fois, je lui ai rabâché un petit peu, oui, mais c'est normal, oui. Et voilà. Et puis maintenant, bah, il me demande plus rien. Il me demande plus rien. Par contre, c'est vrai que moi, maintenant, quand je vois qu'il a fait un truc, je le remarque aussi, je lui dis. Je dis, ah, bah, j'ai vu que tu avais fait ça, c'est cool et tout. Il faut pas non plus rendre ça invisible sous prétexte que c'est normal. ouais, Moi, je sais que mon conjoint, il m'a toujours remercié à chaque fois que je faisais le repas. C'est un truc qu'il fait depuis qu'on est ensemble. Merci d'avoir préparé le repas. C'est quelque chose qu'il a toujours fait. Et voilà, moi, s'il fait quelque chose, bah, je le remercie aussi parce qu'en fait, on travaille ensemble, quoi, pour notre foyer. Donc, l'idée, c'est pas de lui refourguer une médaille, mais c'est de dire, ben voilà, merci de faire ta part et de, même si c'est normal, bah, voilà, bah, je sais pas, t'as donné le bain aux enfants pendant que je faisais autre chose, ah bah, c'est cool, voilà, au moins on est avancé pour plus tard. Enfin voilà, même si on est loin du 50-50, et ça ne peut pas être du 50-50 pour la bonne et simple raison qu'il quand même il travaille toute la journée et que bah ben oui, moi forcément à la maison toute la journée je peux faire plus de choses. Et ben aujourd'hui on a trouvé un équilibre, je pense, qui nous convient à tous les deux. Je pense que ouais. ce qui compte, c'est un truc qui te convient à toi, à ton couple, aux horaires de travail de l'un et de l'autre, aux possibilités d'aller chercher ou non les enfants de l'un et de l'autre. Enfin voilà. Mais après, clairement, pour moi, en tant que femme, quand tu as des enfants, tu es perdant. C'est ma vision des choses aujourd'hui. Mais je regrette pas d'avoir eu des enfants. Mais par contre, voilà, je pense que j'avais pas bien évalué à quel point je serais désavantagée d'en avoir. Voilà. Mais alors du coup, en parlant des réseaux sociaux, tu as lancé un compte Instagram dédié au burn-out maternel qui s'appelle, il me semble, Club Med des darons. Club Meds, oui. Le Club Meds des darons. Oui, Que parce que souhaites-tu dénoncer et qu'est-ce que tu souhaites partager sur ce compte? alors c'est un compte où je souhaite partager, des témoignages en fait de mamans qui sont en burn-out, en dépression ou qui en sont sorties, des mamans qui ont, recours à une thérapie, à une aide médicamenteuse pour supporter leur maternité en fait, hein, tout Mmh. simplement. Et l'idée, c'est de, voilà, de témoigner, de dire que c'est pas grave, que ça fait pas de nous des personnes, faibles ou de mauvaises mamans et qu'on peut être une très bonne maman en prenant des médicaments. Et ça paraît logique dit comme ça, mais c'est pas la vie de tout le monde. Et l'idée, c'est vraiment de lever les tabous là-dessus, de pas avoir honte. C'est vraiment mon cheval de bataille parce Ouais. qu'il y a encore trop de gens qui ont honte de prendre des antidépresseurs, il y a encore trop de gens qui ont honte de prendre des anxiolytiques ou de consulter un psy, hein, tout simplement, hein, rien que ça. Et ça, je veux vraiment que ça change parce que le fait d'avoir honte, ça peut retarder une prise en charge. Ça peut empêcher une femme d'aller consulter parce qu'elle a pas envie d'avoir honte, parce que, son entourage, dit que ça va passer, que c'est pas grave, que les psys, c'est pour les fous. Et en fait, la souffrance des mères, elle se répercute à plusieurs niveaux et je pense qu'il faut vraiment prendre plus soin des mamans, sur le plan de la santé mentale parce que les enfants, ils sont impactés aussi. Le couple, enfin c'est un tout. Je pense qu'au travers des témoignages que tu reçois aussi, tu te rends compte que tu es pas seule et que finalement, il y C'est a beaucoup ça. de personnes qui sont concernées, quoi. Et c'est le but aussi, c'est que les mamans, elles se sentent moins seules parce que c'est un fort sentiment en général quand on fait une dépression, ce sentiment d'être seule, en général, on a une mésestime de soi, il y a plein de sentiments qui sont extrêmement négatifs et aussi du soutien parce que, on est mieux soutenu par des gens qui vivent la même chose que nous, en fait. C'est pas de la mauvaise volonté de la part des autres, mais c'est juste que quand vous avez pas vécu une situation, c'est difficile Mmh. parfois d'apporter les bons mots. Ça veut pas dire que ça n'arrive pas. Quand on sait que, voilà, une maman dans une situation similaire, bah, s'en est sortie, ça peut aussi
redonner un peu confiance en l'avenir, qu'on voit, souvent bien sombre. Et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert ce compte, parce que c'est pour du soutien entre mamans, c'est pour, voilà, pour qu'on n'ait plus honte, de se soigner. Et qu'on ait plus honte aussi de dire quelles sont nos limites et surtout, contrebalancer avec les réseaux sociaux qui sont très, parentalité bienveillante. Ça permet de rééquilibrer un peu la chose. Bah, disons que l'un n'empêche pas l'autre. On peut être dans la parentalité bienveillante et être en dépression, c'est pas C'est clair. incompatible. C'est pas incompatible, et on peut aussi pratiquer la parentalité bienveillante et être, en forme, sur le plan de la santé mentale. C'est juste que, il faut arrêter de toujours dire: «Tout est beau, tout est rose», mais après ça, c'est le problème des réseaux sociaux. Mais je crois quand même que ça s'arrange et qu'on Oui, c'est en tend cours de vers, changement. J'ai l'impression en tout cas qu'on tend vers des comptes Instagram qui sont plus, pieds sur terre et voilà, qui qui essayent pas de te vendre des solutions clés en main avec des bouquins et des formations, comment devenir parent, bref, ça c'est encore Voilà, une c'est ça. exigence mais Je pense vraiment que c'est en train de s'améliorer, et que les discours, ils se nuancent. Tout ça, c'est très, 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 très bien pour ouais. toutes les mamans à venir qui n'auront peut-être pas cette pression sur les épaules d'être parfaites, de faire tout comme il faut, et en plus d'être heureuse en le faisant. Parce qu'on peut aussi, faire tout comme il faut et pas être heureuse en le faisant, et c'est le cas quand on se force à faire, bah, notamment, des activités, des jeux qu'on n'a pas envie de faire. C'est une forme de violence envers soi, hein. Oui, bien sûr, parce qu'on s'inflige des trucs, parce que, je sais pas, la maman, par exemple, qui déteste cuisiner, qui va se forcer à faire des petits pots, bah, OK, elle veut le meilleur pour son bébé, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas dire que dans le commerce, on trouve quand même, aujourd'hui des choses, plutôt, saines, même si c'est du tout fait? Donc, je pense que, est-ce que ça vaut le coup voilà, de se pourrir un week-end à faire des petits pots alors qu'on déteste ça, plutôt que de passer du temps de qualité avec son enfant? Moi, je pense qu'il vaut mieux aller acheter des petits pots tout faits, et je pense que, voilà, c'est comme ça pour tout. Je pense Ouais, que ouais, c'est ouais. comme ça pour tout, pour les jeux, pour les emmener à faire des activités, voilà. Il y a des parents qui s'éclatent à emmener, leurs enfants au foot, à la danse, à la gym, au bébé nageur. Il y a des parents que ça emmerde, et ben, c'est pas grave. Les enfants, ils feront autre chose. Ouais. Ça va pas en faire des enfants malheureux, et tout ira bien pour eux quand même. Mmh. Les enfants, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin qu'on soit là, ils ont besoin de, voilà, d'être sûrs qu'on est là pour eux s'ils ont un souci, s'ils ont besoin de confier quelque chose, de sécurité. Ouais, Ils tout ont à pas fait. besoin d'un parent qui va être là partout, à tout faire, tout le temps, du mieux. On est faillibles tous, on a des intérêts, différents tous, c'est pas grave, et Mmh. ça empêche pas d'être de bons parents et d'avoir des enfants équilibrés, quoi. C'est quand même important de garder en tête que les futurs parents, de leur dire: «Vous allez voir, vous allez vous prendre quand même un grand tsunami» et ça, je pense que c'est important de prévenir, quoi. C'est ça, mais après, j'avais fait un post sur le sujet, et c'est une question vraiment que je continue de me poser, et à laquelle j'ai toujours pas trouvé de réponse, c'est: est-ce qu'il faut prévenir les parents? Je sais pas si quand tu es enceinte, en tout cas pour ma part, je suis pas sûre que tu sois capable d'entendre que ça va être super dur, que tu vas pas dormir. Tu vois, ces trucs-là, tu vas les entendre, mais c'est tellement abstrait. Puis c'est surtout que ça dépend, et puis ça Et dépend ça des dépend parents. des enfants, ça dépend Ça des dépend parents. des enfants, ouais. Moi, par exemple, j'étais une marmotte, donc forcément, la claque que je me suis prise dans la tronche, elle a été violente, parce que moi, avant d'avoir des enfants, si je dormais pas 9 heures, je considérais que j'avais fait une petite nuit, quoi. C'est sûr Mmh. qu'après tu dors en coupure, tu te réveilles toutes les 1 heure et demie, 2 heures, bon, bah, c'est un peu raide, quoi. Et puis en plus, moi, j'avais un enfant qui dormait pas. Mon deuxième, il faisait des siestes la journée, ce qui était pas le cas de mon premier. Enfin voilà, j'avais voilà une expérience différente. Je sais pas, en tant que femme enceinte, si j'aurais pu entendre tout ce que moi Ouais. j'ai dit. Je suis pas sûre. Je sais pas. Je pense que ça dépend, et je pense aussi que c'est difficile de pas calquer ton expérience aussi sur les autres. En tout cas, dire globalement que c'est possible que tout soit pas exactement comme tu l'as imaginé, que Que ça peut-être soit ça sera pas, pas. forcément tout rose et tout merveilleux. Voilà. Moi, ce qui m'a choquée, c'est que quand on m'a mis, mon fils aîné sur la poitrine quand il est né, j'ai pas ressenti, tu vois, le fameux, je sais pas, déferlement d'amour, Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu, plusieurs fois sur le fait que ça soit pas forcément, le coup de foudre tout de suite, en bah fait, et non. que ça puisse être déstabilisant pour la maman parce qu'elle se dit: «Ben mince, est-ce que j'ai raté un truc?» Ben ouais, moi je me suis dit: «Merde, mais en fait je le connais pas». Ouais, Parce que je l'ai porté, mais je le connais pas. Je ne connais pas son caractère, en fait, c'est un inconnu. C'est-à-dire que c'est un inconnu que j'ai porté, mais ça reste un inconnu. On se connaît pas, on ouais, doit s'apprivoiser. Moi, c'est venu au fil des jours, et après ça a été très, très fort, ça c'est sûr. Mais ouais, par mais contre, pas sur le coup, non. quoi. Non, parce que je me souviens même que les premiers jours en unité kangourou, on me le prenait la nuit, on me forçait. Et en fait, au fur et à mesure que les jours passaient, c'était de plus en plus compliqué pour moi de le laisser. J'ai fini après par refuser complètement, parce que vraiment je me sentais pas bien qu'on me le prenne. Par contre, pour mon deuxième enfant, ça a été aussi différent. Donc en plus, ça dépend même des enfants. Donc voilà, mais c'est vrai que je pense que il faut
peut-être dire que voilà, ça se passe pas toujours, comme on l'imagine, que ça peut être très, très difficile, que la question du couple, moi je pense qu'il faut quand même un peu prévenir les gens que ça fight au début, quoi. Tu es fatigué, tu es stressé, c'est beaucoup de responsabilités qui te tombent sur la tronche d'un coup. En plus, en tant que femme, toi, tu as vécu aussi un raz-de-marée physique. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que tu arrêtes pas de t'engueuler pour tout et n'importe quoi. Je pense que ça aussi, il faudrait un petit peu en parler, Ouais. davantage, quoi. Depuis que tu as eu le diagnostic, de la dépression, qu'est-ce que tu essayes de faire pour aller mieux? Ou au contraire, qu'est-ce que tu as arrêté de faire pour en finir avec, tout ce mal-être? Alors pour aller mieux, bah, je consulte 2 fois par mois ma psychiatre. Je continue de prendre mes antidépresseurs. Je prends du temps pour moi, puisque là maintenant, mon fils aîné va à l'école et mon deuxième enfant va à la crèche. Donc je commence à récupérer du temps pour moi, donc je me retape physiquement et psychologiquement. Ce que je ne fais plus, bah, je m'impose plus des trucs que j'ai pas envie, en fait. Je me fais confiance un peu plus. Je vais plus chercher de solutions sur les réseaux sociaux pour élever mes enfants. Je fais confiance à mon bon sens. Ça m'empêche pas encore d'en discuter avec des gens, et cetera, parce que c'est toujours très, très intéressant aussi de confronter des points de vue. Je pense que ça permet d'avancer. Mais voilà, je n'essaye plus de ressembler à quelqu'un que je suis pas. Voilà, je continue à élever mes enfants avec, toute la bienveillance, dont je sais faire preuve. Je me reconsidère comme une personne à part entière et plus seulement comme une maman. Ça, c'est Ça, important. c'est ça, c'est quelque chose qui m'a énervée beaucoup quand j'ai eu mon fils aîné. On me disait toujours, «N'oublie pas que, tu es aussi une femme» et ça m'énervait profondément parce que moi, je me sentais mère à 2000 quoi Mmh. et je me disais: «Mais pourquoi est-ce qu'on dissocie tant les 2 et en fait, vraiment, oui, moi, je me suis oubliée en tant que personne, en fait. C'est même pas une question d'être une femme, vraiment en tant que personne, moi, je me suis complètement oubliée et là, maintenant, voilà, c'est quelque chose que je fais plus. Voilà, je prends soin de moi, je prends soin de ma santé mentale et ça passe aussi par, voilà, par avoir du temps seule, faire des choses que j'aime, participer à des projets comme ce podcast qui me fait plaisir. Voilà, ça passe par ça. Voilà, plus les faire tout le temps passer avant moi, ce que je faisais systématiquement. Alors c'est encore le cas pour, 3/4 des trucs, mais voilà, maintenant pour les choses secondaires, j'estime que j'existe et que j'ai le droit aussi, bah, voilà, de prendre du temps pour moi, de faire des activités seule, sans pour autant, être une mère, monstrueuse, Mmh. égoïste, voilà. Mais du coup, Alison qui a été enfant puis femme, quel enfant, adolescente étais-tu et quelle femme est-ce que tu essayes de redevenir ou de devenir? Alors enfant, j'étais une enfant très, 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 très anxieuse. J'étais très fusionnelle avec ma maman aussi. Alors il faut savoir que j'avais un père qui était violent et ma maman a divorcé quand j'avais 7 ans. Donc j'ai été très, très accrochée à ma maman, du coup qui était, ma figure, d'attachement principale. Ado et c'est à ce moment de ma vie que j'ai côtoyé la dépression, puisque j'ai fait une dépression quand j'avais 14 ans. J'ai été hospitalisée 4 fois pour essayer d'aller mieux. Voilà, l'adolescence, l'enfance sont pas du tout des périodes, que je regrette. Je suis pas nostalgique de ce temps-là. Je préfère ma vie d'adulte et maintenant j'essaye de redevenir moi Alison, mère certes, mais aussi, Femme. voilà, femme à part entière. J'essaie de plus vivre, au travers d'eux parce que je pense que c'était leur mettre une pression énorme aussi sur les épaules et je pense que c'est important que j'ai une vie en dehors d'eux et c'est ce que je m'emploie à faire, maintenant. Voilà, de plus me perdre en route, quoi. Ouais, je vois. Écoute, on va aller vers la fin de ce podcast. «Sois sage et parle fort». Qu'est-ce que cette phrase t'évoque? Ben, elle m'évoque la sortie de l'enfance parce qu'on te dit tout le temps d'être sage et l'entrée dans le féminisme parce que maintenant je parle fort. J'aime beaucoup ta conclusion. Ça me touche beaucoup. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Ben, merci à toi Marie. Merci à toi aussi, Alison, Merci de pour nous tout le avoir parlé. travail que tu fais. Bah, merci à toi aussi parce que tu en fais quand même, sur ton compte Instagram, le Club Med des Daronnes, parce que tu dénonces quand même, tu oses parler fort de sujets qui sont souvent tabous, donc je trouve ça important de le mettre en valeur. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent d'aller, te suivre sur Instagram pour, un petit peu découvrir ce que tu fais et ce que tu partages. Je suis sûre que ça pourra venir en aide. Je l'espère. Bah, écoute, je te remercie, infiniment d'être venu sur le podcast et pour tous ceux qui nous écoutent, j'espère que cet enregistrement vous aura plu, que vous aurez, appris des choses, que vous aurez pu écouter un témoignage inspirant et sur ces mots, je vous souhaite une très, très belle journée et surtout n'oubliez pas, soyez sages, un peu, mais parlez fort, beaucoup.